Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de déploiement du jeu concours de la création de personnages de l'ordre de Veyel. Donc voilà un nom de vidéo qui est un petit peu trop long. Moi c'est Alex, donc c'est celui que vous voyez d'habitude en vidéo un petit peu partout. C'est aussi celui, vous avez peut-être vu sur les salons si vous nous avez déjà vu. Bref, c'est le mec aux cheveux longs. On va voir ensemble aujourd'hui le déploiement du jeu concours. Donc vous nous avez envoyé à peu près une trentaine de personnages, il doit y en avoir 31 ou 32. Donc on va les regarder ensemble, on a un petit peu de temps. Ça va être une vidéo où c'est moi qui vais blablater, vous n'allez pas voir ma tronche je pense. L'idée ça va être de passer sur chacun des personnages que vous nous avez envoyés. On va vous expliquer pourquoi on l'aime, pourquoi on l'aime moins, qu'est-ce qui est intéressant, équilibré, pas équilibré, etc., etc. Ça va vous permettre de plonger un petit peu dans la psychologie d'un créateur de l'ordre de Veyel. Ça va vous permettre de voir ce que on recherche pour les personnages pour la suite en fait, au travers des gagnants notamment et de ceux qu'on trouve intéressants ou un peu plus classiques. Vous allez comprendre où est-ce qu'on cherche à aller avec le jeu. Ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur le jeu. Alors ceux qui auront la flemme bien sûr d'aller de regarder l'intégralité de la vidéo, vous allez pouvoir simplement regarder les résultats. Je pense que je les mettrai sur la publication sur Facebook, c'est juste savoir qui a gagné, vous pouvez regarder. Sinon effectivement on va regarder ici ensemble petit à petit comment ça va se passer. Certains des personnages qui m'ont été envoyés sont pas forcément de super bonne qualité, j'entends qualité graphique au niveau du nombre de pixels sur l'image. Il y en a même qui sont en texte, donc je vais vous lire en fait les capacités de chacun et après je vais en discuter, parce que c'est pas dit que vous puissiez bien lire vous-même quand j'hosterai la vidéo avec la compression, tout ça. Donc on va essayer de faire ça d'une traite. Ça va peut-être être un petit peu longué ou être un petit peu chiant, mais on devrait y arriver. C'est parti. Donc les personnages, on les a triés en gros en 4 catégories. Vous avez les winners à droite, donc c'est ceux qu'on verra en dernier. Ceux qui veulent m'entendre parler de ça, ce sera la fin de la vidéo. Ensuite, il y aura donc, on va commencer par ça, ce sera les personnages classiques. Ça va être les personnages qui, par leurs compétences, sont plutôt classiques. Je dirais que ce seraient des personnages qui auraient en fait leur place dans le chapitre 1 de l'ordre de Veyel, potentiellement, c'est-à-dire des personnages qui vont simplement taper, soigner, sans aller chercher de grosses révolutions dans les compétences. Ensuite, il y a les personnages qui sont intéressants mais pas suffisamment bons, et là je vous expliquerai pourquoi ils sont hyper intéressants aussi, mais pas suffisamment bons pour être le winner, parce qu'à un moment il fallait quand même qu'on en choisisse 3. Et après il y a les oui mais non. Alors les oui mais non, ça va être des personnages qui sont intéressants et qui sont soit doublons avec ce qu'en fait on a déjà fait mais que vous connaissez pas encore, puisque les personnages des prochaines extensions sont déjà créés pour la plupart. Mais ça va être aussi les personnages qui potentiellement ont des idées qui sont très intéressantes mais qu'on a potentiellement essayé dans la mise en place, on n'arrive pas à les équilibrer en fait. Ça va être par exemple le cas de personnages qui empêcheraient un monstre de jouer un tour. Vous allez voir que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire fonctionner dans ODV. Donc on est parti, on va se les faire un à un. Ça va être drôle, longuet, je vais tout vous lire et ça va être grave cool. Donc on va commencer par les personnages classiques, donc ils sont au nombre de 8 apparemment. Et on est parti pour le voleur. Tiens, on va partir de droite à gauche histoire de changer un petit peu. Alors le voleur, je vais pas me soucier des caractéristiques des personnages à chaque fois, je suis pas hyper intéressé par ça, sauf quand vraiment ça rentre dans le contexte du personnage. Sinon effectivement voilà, le voleur c'est un personnage dextérité, 5 PV, 5 endurance, c'est un truc assez classique. Niveau 3, compétences, donc filouterie. Alors déjà très beau choix de nom de compétence, c'est celui qui a créé ça. Alors j'ai pas les noms de tout le monde en tête bien entendu, mais voilà, filouterie parmi tous les mots que tu aurais pu choisir, c'est très drôle de voir que c'est ça qui est sorti. Coup endurance 1, à la fin d'un combat ne lancez que la moitié des dés de butin, la moitié non lancée est considérée comme des dés de butin réussis. Donc on a une petite vibe aventurier et passif, donc permet de crocheter tous les coffres et les portes de salles d'énigmes. Donc c'est un petit peu comme l'aventurier en fait qui commence avec le 7. Donc lui c'est pour ça qu'il est tombé dans les classiques en fait concrètement je pense. Concrètement la compétence de niveau 3 ressemble grandement à celle de l'aventurier. L'aventurier commence en plus avec le passe-partout qui lui permet déjà d'ouvrir tous les coffres gratuitement. La seule petite différence ici ça aurait été qu'il permet aussi d'ouvrir les salles d'énigmes. J'imagine aussi les lianes corrompues, en gros toutes les portes. Donc c'était pas hyper innovant, c'est pour ça qu'il est tombé dans les classiques. Donc c'est un personnage concrètement qui a sa place en fait dans le chapitre 1. Braquage à main armée pour la compétence de niveau 5. Sur une attaque normale, le voleur peut utiliser ces deux armes et infliger les dégâts des deux armes. Donc ça concrètement c'est la compétence de niveau 3 d'assassin. Donc ce serait en fait un mix entre l'assassin et l'aventurier, donc un personnage très classique qui aurait eu complètement sa place dans le chapitre 1. Donc voilà pourquoi lui il a terminé dans les classiques. Profanatrice, donc là c'est pareil, c'est du très simple, je vais passer les caractéristiques directement arriver aux capacités. Je soigne de 3 ou je dissipe un poison. Donc le soin concrètement c'est le guérisseur, c'est la chamane, c'est ce que vous connaissez. Le seller il permet par exemple de dissiper le poison, donc c'est des compétences qu'on a déjà de l'autre côté.
coût 4 en endurance, empoisonne de 2, réduit la défense de 2. Donc là, on pourrait avoir un mixte entre un personnage que vous ne connaissez pas encore, qui est l'éclaireur, qui va permettre d'empoisonner les monstres de par ses compétences, et réduit la défense de 2. Donc c'est vraiment des trucs très très simples, très très classiques. Pourquoi pas, malheureusement, c'est pas exactement ça qu'on recherchait. L'ogre. Au lieu d'attaquer, l'ogre pousse un cri qui effraie tous les ennemis et lui donne confiance. Tous les ennemis ont un malus de 2 à tous leurs jets, et l'ogre obtient un malus de plus 1 à tous ses jets. 1 au dé reste un échec critique, donc ça veut dire que le fait qu'il ait son bonus ne l'empêche pas de faire des échecs critiques. Alors ça en fait c'est des trucs qu'on a essayé, notamment l'assassine que vous connaissez à l'heure actuelle avec son écran de fumée. À l'époque c'était pas ça, elle donnait un bonus à tout le monde ou un malus à tous les monstres, inversement qu'on donne un bonus d'attaque ou un malus de défense, c'est kiff la même chose. Et on a arrêté ces choses-là, en fait on s'est rendu compte que les gens l'oubliaient souvent ce bonus, c'est-à-dire qu'ils avaient une compétence de niveau 5 qu'ils payaient et en plus ils oubliaient de l'utiliser, donc ça donnait des résultats qui n'étaient pas top, c'est pour ça qu'il n'y a aucun effet de masse qui ne soit pas instantané. Donc là je vais me faire couper par ma fille, je le sens gros. Et non, c'est bon, ok. Donc si vous entendez des petits mamans, des choses comme ça, c'est qu'il y a ma fille qui traîne forcément et qui va peut-être venir m'embêter un peu. Compétence de niveau 5, onde de choc. Pour un jet de force supérieure ou égale à 18, l'ogre frappe le sol avec son arme en direction des ennemis. Tous les ennemis subissent les dégâts de l'arme, donc là c'est une attaque de zone grand classique. On retrouve ça chez le pyromancien, chez le magicien s'il l'utilise comme tel, chez le briseur de horde, etc., etc. Donc c'est des compétences très classiques, et la compétence de niveau 3, clairement en fait, on s'est rendu compte que les gens ne s'intéressaient, enfin n'y pensaient pas. Donc du coup on a arrêté d'utiliser des compétences de zone, on verra plus tard si on trouve un moyen, peut-être par le biais de jetons ou quelque chose comme ça, pour que les gens se rappellent. On veut pas que les informations soient manquantes, sinon c'est de l'endurance perdue quoi. Le Mestre. Alors le Mestre, pourquoi il a fini en clair? Alors je me souviens pas tous, je les redécouvre un petit peu avec vous, je les ai lus pour la plupart hier, et puis j'ai fini le dépouillement tout à l'heure, donc ceux qui sont plus frais dans ma tête je m'en souviens, les autres non. Badigeonne, donc niveau 3, lame empoisonnée. Badigeonne, votre lame ou celle d'un allié de poison fonctionne uniquement sur les armes avec une lame ou les arcs, pourquoi pas. La prochaine attaque réussie avec cette arme empoisonne l'ennemi touché. Alors là, effectivement, il n'y a pas le nombre de poisons, il n'y a pas l'information, mais dans l'absolu, c'est pas très grave. On ne recherchait pas que vous soyez précis, on recherchait vraiment que vous nous stimuliez au niveau de vos idées. Si la capacité est utilisée en salle de repos, les points d'endurance ne sont pas récupérés, donc là il y a une petite précision comme celle qui a été faite sur l'érudit notamment, donc utiliser ce genre de compétences, on peut le faire effectivement en dehors du combat. Par contre effectivement, faut bien penser quand on est en zone de repos qu'on peut pas le faire indéfiniment, je claque pas mon endurance, je la récupère indéfiniment. Donc c'est pareil, c'est du très classique, on se permet simplement d'empoisonner les gens, ça va pas chercher une nouvelle mécanique, donc on reste sur des choses classiques. Le feu grégoire, je crois que c'est à peu près la même chose, sur un jet d'intelligence plus fois supérieur ou égal à 25, le maître jette des feux grégoire sur les ennemis subissent 4 points de dégâts de feu par tour pendant 3 tours, donc c'est un petit peu un effet de pyromancien, mais sur tout le monde. Ce qui était intéressant à la rigueur, qui pourrait être une mécanique drôle, c'est que en cas d'échec critique, les alliés prennent dans la tronche l'attaque du maître. Donc par contre 4 points de dégâts pendant 2 tours, ça fait 8 points de dégâts sur chacun des personnages. J'imagine, c'est marqué en plus ignore la réduction de dégâts, ce qui veut dire que l'intégralité de l'équipe des humains est morte, c'est le mec qui fait un échec critique. Donc c'est très drôle, mais fais gaffe quoi. Donc c'est pareil, c'est assez classique, j'empoisonne, j'enflamme, ça va pas chercher hyper loin de nouvelles mécaniques, on reste sur des choses qui auraient pu arriver en fait, d'ailleurs qui sont dans le chapitre 1 d'ODV. Alors là il y a une qualité qui est toute pourrave, c'est pas grave, on pardonne les gens. Coût en endurance, point d'interrogation, ok, au prix d'un jet d'intelligence ou égal supérieur à 16, ok, le mage peut dépenser autant de points d'endurance que voulu, les points de dépensés sont les dégâts infligés à l'ennemi, donc voilà, donc je peux dépenser 5 et infliger 5, 3 et infliger 3, au-delà du fait que ce soit un petit peu faible. Si j'avais mis un trait comme ça, je pense que j'aurais fait 1 point d'endurance pour 2 points de dégâts, c'est à peu près là que les algos se trouvent normalement. Un petit peu plus quand on est magicien, c'est entre 1 pour 3 et 1 pour 2 quoi. Quand il subit une attaque, donc ça c'est pareil, c'est très classique, j'enlève d'endurance, je fais des dégâts. Quand il subit une attaque, le mage au prix d'un jet d'intelligence supérieur ou égal à 18 peut remplacer les points de vide qui devraient lui être enlevés par des points d'endurance. Alors ça c'est pareil, c'est une mécanique, vous allez la voir, elle arrive dans le chapitre 3 si je dis pas de bêtises, c'est le chasseur de l'ordre qui a une mécanique un peu comme ça, qui lui enlève pas de l'endurance mais qui lui permet effectivement d'intercepter une attaque qui devrait être prise par un allié.
La problématique en fait dans le cas du personnage ici qui s'appelle le mage de lumière, effectivement, c'est que si j'ai pas beaucoup de vie en plus, donc je prends une grosse patate, ça m'enlève mon endurance, finalement je vais pas faire beaucoup de dégâts en plus derrière, donc c'est un personnage qui aurait, je pense, beaucoup de mal à tourner. Il aurait fallu lui trouver un petit twist pour que ça le réveille un peu tout ça. Là il va être un petit peu faiblard, quoi. On arrive sur le lycanthrope. Alors le lycanthrope, hein, vous m'avez été 2 ou 3 à faire des personnages loups ou personnages bêtes, donc vous aimez bien les gens qui se transforment en bêtes. Compétence de niveau 3 sans perdre son tour et au prix d'un jet d'attaque normal. Ok, donc avec une attaque d'arme. Donc le lycanthrope gagne un plus de plus 4 et reçoit un malus à la défense de -2 pendant 2 tours. Alors c'est pareil, ça c'est des trucs qui sont très classiques. Je gagne des bonus, je perds des malus inversement, donc ça va pas révolutionner le monde pour le moment. Morsure enragée, donc au prix d'un jet, attaque normale plus dex, ok, supérieur ou égal à 22. Le lycanthrope choisit une cible et lui inflige les dégâts de son arme, plus 3 à la cible. Alors au-delà du fait que ce soit un peu mou niveau dégâts, pour une compétence de niveau 5, normalement ça va chercher beaucoup plus haut. C'est finalement assez classique, ça ressemble même concrètement, je pense, à l'attaque barbare de niveau 3, l'attaque sautée, où il fait les dégâts de son arme plus 3, d'ailleurs je crois exactement. Donc c'est pareil, c'est concrètement le genre de choses qu'on a mis dans le chapitre 1 quand on voulait faire des personnages qui étaient finalement assez simples à jouer. Le guerrier vampire. Coup de points endurance au prix d'un jet fois plus dex supérieur ou égal à 20. Le guerrier vampire inflige 5 points de dégâts à un ennemi, donc un grand classique, un type boule de feu du pyromancien, donc ça c'est hyper bien équilibré. Le guerrier vampire récupère 2 points de vie, donc ça permet de d'aller se soigner. On est un peu comme sur l'attaque de niveau 5 du pyro, mais niveau 3. Et la soif de sang, coup 4 d'endurance. Il fait concrètement la même chose, donc il fait les dégâts de son arme plus son score de fois à un ennemi. Et le guerrier vampire peut se soigner à la hauteur de la moitié des dégâts infligés, ce qui peut monter relativement haut parce qu'il y a une dex qui est finalement pas si mal que ça. Une fois, pardon, qui est finalement pas si mal que ça. Et le petit twist qui est peut-être pas inintéressant, c'est que les points de vie restants que lui n'utilise pas, il peut finalement les attribuer au coéquipier. Donc il peut dispatcher, il peut taper quelqu'un et dispatcher du soin. Donc ça aurait concrètement eu un personnage qui aurait pu exister aussi dans le chapitre 1, mais c'est pas quelque chose de révolutionnaire pour la suite, quoi. Et pour finir, avec le Drachéide et les personnages classiques, multiplié par 2 la def au détriment de la dex qui est elle-même réduite de 2. Alors je sais pas si vous voulez dire de 2 simplement ou par 2. Ça pourrait être intéressant effectivement si le gars, ça l'empêche de porter des équipements. Voilà, pour y avoir cette réflexion qui aurait pu pousser le personnage un petit peu plus loin, qui est effectivement pas inintéressante. Donc en gros, je défends mieux et je mandale moins, j'imagine, auprès d'un jet de force plus dex supérieur ou égal à 22, hein, donc il faut faire gaffe à pas faire la compétence au-dessus avant, parce que sinon ça va être un peu compliqué d'atteindre les 22. Le Drachéide inflige 5 points de dégâts à tous les ennemis. Un grand classique type pyromancien, donc ce sont des personnages qui auraient eu leur place, c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, c'est juste qu'ils auraient eu leur place dans le chapitre 1 et que là en l'occurrence c'est pas ce qu'on cherchait. Alors à savoir que avant de continuer, j'ai pas été forcément j'ai pas été hyper poussé dans les explications que je vous ai dit quand j'ai créé des personnages, notamment lors de Veyel. Vous avez dû le remarquer, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, il n'y a pas tout ça, ce ne sont que des humains. Donc par exemple, l'ogre n'a pas sa place dans le lore, mais je voulais surtout pas vous brider à ce niveau-là, parce que moi, dans l'absolu, si vous me pondez un nain ou un elfe, mais qui a des compétences de ouf, je peux l'adapter, dire que c'est un humain, mais que pareil pour le lycanthrope, ça s'adapte. Concrètement, on a un personnage dans la prochaine extension, c'est un homme, c'est une femme arbre plutôt. Je vais vous le montrer ici en live. Donc on arrive à adapter les choses, c'est pas très grave. Et je voulais surtout pas vous brider à ce niveau-là, c'était vraiment pas le but, quoi. C'était que vous lâchiez avec tout ce que vous aviez d'imagination. Voilà. Donc par exemple, on va voir ça dans la prochaine extension. Ceux qui ont joué avec nous en salon le savent déjà, ils l'ont probablement joué. Donc dans l'absolu, tout est possible. Donc on va continuer avec les personnages intéressants ou non, les oui mais non. Tiens, on va faire les oui mais non en premier, il y en a un petit peu plus et on va vous expliquer pourquoi oui mais pourquoi non aussi. Alors pour un jet de foi supérieur, donc ça c'est l'astrologue. Pour un jet de foi supérieur ou égal à 18, l'astrologue envoûte un ennemi et le rallie à l'équipe pour 3 tours, ne s'applique pas au boss. Alors concrètement là c'est l'idée de vouloir récupérer. On peut pas récupérer un monstre puissant ni un boss, donc en gros je prends un mec sous mon aile et il va m'aider à taper. Donc ça, pourquoi oui mais non? Simplement parce que ça arrive dans la prochaine extension, hein, la possibilité de prendre la main sur un monstre lorsque, donc ce sera
Ce sera le prodige de l'ordre, si je vous le retrouve très rapidement. Voilà, ce sera ce monsieur-là là, qui pourra prendre les personnages sous son aile et s'en servir pour mandaler avec. Donc en général, les oui mais non, il y a des trucs, c'est simplement que vous avez eu des idées que nous, on a déjà eu. Puis les compétences de niveau 5, c'était du mandal sur tout le monde. Donc c'était un grand classique type pyromancien, magicien, un petit peu tout ça. Le clerc, alors invoque un bouclier divin sur vous ou un allié qui ajoute 6 de défense, donc sa compétence de niveau 3. À chaque tour, le clerc effectue un nouveau jet, tant qu'il n'échoue pas ou que la cible ne meurt pas, le boss machin. Donc en gros, je peux me faire un bouclier sur moi-même. Il y a un bonus de plus 1 de def à tous ses alliés, donc ça effectivement je l'ai déjà dit, on oublie les bonus sur tout le monde, les gens oublient simplement qu'ils sont là. Le bouclier divin, c'est pareil, c'est une très très bonne idée. En gros là, ce que le personnage fait, nous c'est exactement l'inverse. Le bouclier divin arrive compétence de niveau 5 et le soin arrive compétence de niveau 3. Donc c'est pas que c'est un mauvais personnage, c'est juste que ce sera ce mec là qui va le faire et ce sera chapitre 3. Si tant est bien sûr que tout se vende bien jusque là. Contrebandier, alors pourquoi oui mais non? Tous les équipements que vous vendez valent de cristaux, alors ça déjà c'est complètement pété, on ne se rend pas compte à quel point la thune dans ODV a été calculée pour que ça passe normalement. Alors il y a quelques parties où vous allez exploser, quelques parties où vous allez être un peu sec, mais normalement vous êtes toujours en flux tendu et toujours dans l'obligation de faire des réflexions. Permettre ce genre de choses là, ça break complètement l'équilibrage du jeu, notamment sur le chapitre 1. Donc après, il peut vendre des objets au marché noir pour le prix indiqué. Donc en gros, il revend pour 2 endurance en plus. Donc tout se vend à 2 et au pire du pire, il peut même revendre un truc au prix indiqué sur la carte. Donc c'est le mec qui vous fait avoir de la thune comme pas permis. Et ce qui fait que le jeu, vous allez le défoncer. Donc ce perso, il est concrètement inéquilibrable parce qu'il casse une des règles de base de DV chapitre 1 notamment et il va complètement à l'encontre de ce truc là. Donc il est intéressant mais il est clairement pas équilibrable. Pendant le combat vous pouvez copier un objet consommable que vous ou l'un de votre équipé possède et le donner à qui vous voulez. Donc ça je trouve ça l'idée intéressante d'aller effectivement copier un truc déjà existant, donc ça t'oblige à l'avoir. En même temps il y a cette contrepartie qui est assez embêtante et en même temps ça permet des choses hyper intéressantes et surtout ça permet d'avoir énormément de flexibilité au niveau du personnage. Donc cette compétence de niveau 5 je l'aime beaucoup. D'autant qu'elle oblige à... Vous allez voir que c'est un peu un leitmotiv avec ce qui arrive derrière, c'est que ça oblige à avoir besoin des autres aussi pour faire des choses intéressantes. La cryomancienne, alors là il faut y aller en mode 0 pixel mais ça va le faire. Donc la cryomancienne, très simplement, au prix d'un jet supérieur d'intelligence supérieure égal à 15, la cryomancienne inflige un nombre de points de dégâts, donc elle fait un nombre de points de dégâts classique à un monstre, l'empêchant, le problème c'est qu'elle le gèle et qu'elle l'empêche d'attaquer pendant un tour. Alors ça paraît bête en fait, mais on a essayé des mécaniques de blocage de monstres, et en fait on a 2 écoles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pouvoir bloquer ni les monstres puissants ni les boss, parce que un tour gagné sur des monstres puissants ou un tour gagné sur des boss, et vous le savez, ça peut être la différence entre la vie et la mort d'une équipe, et en fait le jeu est équilibré pour que ça passe en général pile poil ou à 1 ou 2 tours près dans un sens comme dans l'autre, que ce soit la victoire ou la défaite, et on le sent en général que ça se joue à pas grand chose, sauf quand ça peut arriver, on déroule sur boss, parce que les dés forcément peuvent faire des blagues. Donc avoir tous les persos qui avaient par essence de bloquer quelqu'un, on les a mis dans les oui mais non pour la simple et bonne raison qu'on a essayé ces mécaniques et on n'arrive pas à l'équilibrer, ou alors il ne faut que ça soit possible que sur les monstres de base, et en fait on a essayé ça aussi, c'est pas intéressant de bloquer un monstre de base, surtout quand la plupart du temps on a des compétences qui pourraient le tuer en un coup, et en fait on fait une compétence qui ne le tue pas potentiellement et qui le gèle, donc du coup autant avoir quelque chose qui le tue directement, ça évite que quelqu'un d'autre perde un tour, donc ça tourne pas dans la manière dont les mécaniques sont équilibrées au niveau des combats. Voilà, donc après on avait une autre compétence de niveau 3 qui permettait de geler aussi, et la compétence de niveau 5, c'est pareil, ça bloque, là c'est la même chose mais sur tout le monde qui est bloqué pendant un tour, donc c'est juste pas du tout équilibrable au niveau des combats d'ODV. Le démoniste, compétence de niveau 3, invoque une créature maléfique. Donc je crois que les créatures maléfiques, elles m'étaient données, je sais plus. Donc c'est quelqu'un qui pourra invoquer des choses. Et compétence de niveau 5, vol de vie à une créature, puis se soigne de 4 points de santé. Donc la compétence de niveau 5, elle est très classique. Et la compétence de niveau 3, elle est en oui mais non, pour la simple et bonne raison que ça existe déjà. Et ce sera l'illusionniste, donc cette dame-là, qui le fera sur le prochain chapitre.
On arrive sur le druide. Lien terrestre invoque des ronces qui entravent l'ennemi, lui inflige un malus de -4 à une attaque et -4 à une défense durant 2 tours. Donc ça c'est un truc qui est un peu plus intéressant, qui permet de réduire les jets du MDD sur un mec. En plus ça fait pas de dégâts, c'est vraiment un pari sur les autres. Donc c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est pareil, il a une compétence qui est très intéressante, mais il a besoin des autres pour taper. C'est pas son taf, il est pas là pour ça, il est là pour permettre aux autres de faire le leur du mieux qu'ils peuvent. Et ensuite, le druide lance un dard empoisonné, donc là qui fait concrètement la même chose que le couteau empoisonné dans le chapitre 1, donc 4 points de dégâts par tour pendant 3 tours, sauf que le petit twist c'est qu'il récupère des points de vie. Ça fait partie des compétences, un peu comme le pyromancien, récupérer des points de vie, ça marche, ça sert pas souvent finalement, parce qu'on est souvent vite mort ou pas mort, mais quand ça sert, ça sauve les fesses et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, un personnage classique et, qui est intéressant et qui passe en oui mais non simplement parce qu'il a l'air bien équilibré, il a l'air fonctionnel, mais il n'est pas suffisamment cool pour se dire ok, il tient vraiment quelque chose ce perso. À la rigueur, ça aurait pu être aussi un très très bon perso, même quasiment en l'état du chapitre 1. L'électromancien, alors ça je crois que c'est le même mec qui m'a envoyé le cryomancien, l'électromancien. Alors l'électromancien, il me semblait que je l'aimais bien. Alors il a fait des compétences de niveau 1 aussi, donc ça on en reparlera des compétences de niveau 1, mais en gros dans le chapitre 2 vous allez pouvoir avoir des compétences de niveau 1 mais qui ne sont pas liées à un personnage. En gros il y aura toute une batterie de cartes de compétences de niveau 1 et vous pouvez choisir celle qui vous intéresse dès lors que vous avez les caractéristiques nécessaires, donc rien ne vous empêche d'aller double spécialiser, d'aller chercher un petit truc en plus que votre perso ne fait pas, un petit soin, quelque chose qui permet d'arrondir les fins de mois. Donc niveau 3, éclair de génie. L'allié ciblé peut jouer 2 fois son tour. Ça peut être effectivement extrêmement intéressant, mais en même temps extrêmement fort. Et l'allié ciblé, donc la deuxième compétence, qui en a 2, l'allié ciblé obtient automatiquement un 19 sur son prochain jet. Donc ça c'est pareil, j'y ai pensé, en fait il va tomber dans les oui mais non ce personnage, parce que concrètement ça sur un barbare et sa compétence de niveau 5 c'est complètement pété, puisqu'il inflige les dégâts de son résultat de D20, donc on part sur 19 points de dégâts automatisés. Niveau 5, étincelle divine, choc électrique. Donc ramène un allié à la vie, il récupère 3 points de vie, donc ça c'est un raise qui est pas inintéressant. Et au prix d'un jet d'Inde plus fois supérieur ou égal à 22, inflige 5 points de dégâts à une cible. Alors ça c'est aussi une... Alors par exemple, ouais, donc le monstre rate ses 2 prochaines attaques, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, faire perdre un tour à un monstre c'est pas possible, ce sera jamais équilibré. Et ça c'est typiquement les personnages, je sais que vous nous avez pas mal envoyé, c'est les personnages passe-partout qui font absolument tout, hein. Ils soignent, ils supportent, ils mandalent, et en général sans contrepartie. Nous le seul personnage qui fait ça dans le chapitre 1, et je pense que ce sera le seul personnage qui le fait tout court, c'est donc la bardesse qui permet de soigner, rendre de l'endurance, tout un tas de choses. Par contre elle a une contrepartie à ça, c'est qu'elle est obligée de se taper sa mandoline jusqu'au bout. Donc du coup voilà, il y a cette contrepartie là qui fait qu'elle arrive à s'équilibrer, parce que ça fait forcément un objet consommable en moins, et contre un boss, une pierre de raise, une potion, un objet consommable en moins, on le sent vraiment passer quoi. Donc les personnages passent partout, des trucs qui feraient tout, ça fait partie apparemment de vos fantaisies à vous joueurs. Joueur de DV. Alors là effectivement c'est un bout de papier, alors oui parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des personnages en commentaire, hein, pourquoi pas, dans l'absolu moi je m'en fous, l'important c'est d'avoir les compétences. Pourquoi lui il est en oui mais non? Alors prière de soin, sans perdre son tour, soigne un allié d'1 point de vie. Ok, ça coûte 2 d'endurance donc c'est extrêmement cher. Prière de protection, prix d'un jet de fois supérieur ou égal à 17, l'exorciste envoie sur l'un des personnages de son choix une orbe de protection qui offre une red deck de 2. Au personnage sélectionné valable sur le tour en cours, donc effectivement c'est que sur le tour en cours. Alors lui parce qu'en fait sa compétence niveau 3 elle est quand même mou du derche, hein, toute proportion gardée. Je crame 2 points d'endurance pour soigner 1 point de vite, c'est un peu dégueu, et là je perds mon tour pour donner une réduction de dégâts de 2 à un mec, et ça dure que jusqu'à la fin du tour. Donc ça, un personnage comme ça dans l'absolu pourquoi pas, mais il aurait fallu lui donner un petit peu plus de bagou sur les valeurs, hein, donc que ça dure jusqu'à la fin du combat, jusqu'à temps que ça pète ou un truc un peu comme ça. Prière de renvoi lors de la phase de combat des monstres. Si le défenseur ou ciblé par le monstre... Si défenseur ou ciblé par le monstre coûte 2 points de vie, ok, parce que j'ai le coup après. Au prix d'un jet de dex supérieur ou égal à 18, l'exorciste retourne, j'imagine, les points d'attaque qu'il doit subir au monstre qui cible. Donc c'est pareil, ça c'est concrètement la compétence de niveau 3 du chasseur de l'ordre qui arrivera au chapitre 3. Donc voilà pourquoi il atterrit ici, parce que ça en fait on l'a déjà fait. C'est ce monsieur là avec ce bouclier là qui permet de renvoyer les choses à la tronche des gens.
Et la compétence de niveau 7, je vais pas m'en soucier pour tout de suite parce que c'est pas hyper intéressant. Le contrôle d'événements sans perdre son tour, l'exorciste peut empêcher n'importe quel événement de se produire. Alors ça c'est très bien, c'est une très très bonne idée aussi. Et pourquoi oui mais non? Simplement parce que c'est ce personnage-là qui le fait, avec sa petite piécette là. Donc ça c'est pareil, ça sera chapitre 3. Et la compétence de niveau 7, c'est pas qu'elle est pas intéressante, c'est que bon là je regarde que les compétences de niveau 3 et niveau 5 et je pense que la vidéo va déjà être suffisamment longue comme ça. J'arrive sur l'invocatrice. L'invocatrice sur un jet de foi supérieur ou égal à 25, donc elle invoque un guerrier spectral. Alors lui effectivement il y avait des monstres avec le guerrier spectral, ça doit être celui-là, donc ce sont des monstres qui peuvent modeler, qui ont une point de vie, ce sont un petit peu comme si on invoquait nos propres monstres, quoi. Donc pareil, ça c'est pas inintéressant, mais en gros c'est l'illusionniste, on en a déjà parlé, donc c'est une compétence qu'on a déjà, donc qui pour nous oui clairement, mais non parce qu'on l'a déjà fait. Et niveau... Donc là, ce qui était intéressant, c'est que le personnage peut partir en foi ou en intelligence, et en fonction de s'il part en foi ou en intelligence, vous voyez qu'il y a les deux caractéristiques à gauche, un peu comme le pyromancien, qui sont à valeur... J'ai pas vérifié d'ailleurs si la plupart d'entre vous avaient fait le calcul, mais si vous regardez bien, sans compter la def, toutes les caractéristiques ici sur chacun des personnages sont égales à 30. Exactement. Donc là, c'était 7,14 par exemple, et 7,21, et 7,28. Donc lui, par exemple, il lui manque 2 points. Donc tous les personnages ont exactement 30 points de caractéristiques répartis. Donc là ce qui est intéressant c'est effectivement le personnage il peut entre la foi et l'intelligence invoquer plus ou moins l'un ou l'autre en fonction des points qu'il a répartis, c'est plus simple à faire une caractéristique ou l'autre, donc pourquoi pas. C'est pas inintéressant. Après voilà, donc c'est concrètement l'illusionniste, hein, c'est concrètement ce qu'on a déjà fait de l'autre côté. Donc c'est pas que c'est pas cool, c'est qu'on l'a déjà. Le trappeur de l'ombre, alors lui il a dû finir là-dedans pour la simple et bonne raison que coup de poing endurance pareil, hein, j'immobilise quelqu'un, il peut ni attaquer ni défendre, donc ça fait passer son tour à quelqu'un, donc c'est pas fou, parce que c'est pas équilibré, on n'arrivera pas à équilibrer ça. Et même principe, elle peut tenter de se libérer, donc le monstre peut essayer de se libérer, donc là c'est marqué un jet de force, j'imagine que c'est un jet d'attaque, parce que les monstres n'ont pas de force à proprement parler, mais ça c'est pas très grave, et elle reste dans le piège en tant qu'elle n'a pas réussi à se libérer. Donc c'est juste que c'est clairement pas équilibré pour nous, on n'y arrivera pas. Chasse bestiale en compétence de niveau 5, si aucun piège n'est en action, le trappeur regagne un point d'endurance par tour. Okay, donc ça c'est pareil, ceux qui ont eu des persos de chapitre 2 savent que c'est le genre de truc qui arrive. Des gens qui peuvent récupérer de l'endurance s'ils n'ont pas de choses actives encore. Durant 2 tours, le trappeur gagne def plus 2, les créatures ennemies ont moins 2 d'attaque. Donc ça c'est pareil, ça tombe là-dedans. Donc il y a 2 parties à cette compétence. La première c'est que les bonus générales, hein, pareil on oublie, hein, parce qu'on a tendance à... Enfin on les met pas en place parce qu'on a tendance à les oublier. Et faisant abstraction de la tour, 2 créatures au choix attaquent le trappeur. Donc la possibilité de dire que certains monstres vont volontairement attaquer un personnage. Ça pareil, ça fait partie des mécaniques donc on a déjà mis en place. Donc pareil, chapitre 3, ce sera cette fille là qui permet de dire à tous les monstres que ce tour-ci elles vont attaquer un personnage spécifique. Alors quand on est contre une armée de monstres à distance, hein, lui dire tous les monstres à distance vous allez attaquer le tank ce tour-ci, ça fait gratter un tour, donc c'est situationnel, hein, ça n'empêche pas les monstres de jouer. Potentiellement le MDD peut répondre avec un mutisme ou quoi que ce soit, il y a des moyens de réagir à ce truc là, mais sinon ça permet potentiellement de gratter un tour sur quelques monstres du champ de bataille et d'éviter qu'on perde un mec qui se balade à poil dans le donjon avec une armure en tissu. Pareil, hein, les balades à poil, un grand classique sur ODV. Donc là on a un grand fan de Naalbuck qui nous a envoyé un autre ogre. Alors j'aimais bien l'idée de ce personnage, hein. Je pense que ça fait partie des choses si jamais que je vais peut-être pousser dans la réflexion. Le mangeur d'ennemis, hein. Donc concrètement là ça va être un personnage qui n'a pas d'armure, qui n'a pas de runes, et qui par contre à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un va pouvoir lui arracher un bras ou quoi que ce soit pour le manger plus tard. Donc ceux qui connaissent Naalbuck savent que c'est typiquement l'ogre qui fait ça. Et après la nourriture il peut la bouffer un peu plus tard pour récupérer des points de vie d'endurance. Donc dans l'absolu pourquoi pas avoir un personnage qui va prendre cher mais qui peut bouffer de la barbe, qui récupère du matos. Am Gola Miam Miam, quand l'ogre consomme une carte nourriture, il gagne plus 2 aux dégâts à sa prochaine attaque. Donc là, il peut y avoir une mécanique avec sa première compétence, hein, qui rentre en compte. Après avoir consommé une carte nourriture, les monstres, sauf les monstres puissants, sont effrayés, ne l'attaquent pas au prochain tour. Alors, et c'est l'ogre qui n'est pas attaqué, donc potentiellement c'est l'ogre qui se met en défense et qui dit ok moi ce tour-ci les gars je vais pas prendre dans la tronche parce que j'ai pris trop cher, j'ai besoin d'un soin, j'ai besoin de quelque chose, et on va obliger le MDD à aller taper quelqu'un d'autre autre que moi
dans l'absolu, pourquoi pas. Par contre, j'aurais rajouté, si j'avais à faire ça, effectivement, que ça ne marche pas s'il n'y a plus que l'ogre en jeu, parce que sinon il peut gagner des tours en bouffant de la viande indéfiniment. Cool endurance 4, au prix d'une attaque normale, le inflige les dégâts de son arme, plus son bonus de force. Ok, c'est un grand classique qui peut faire pas mal de dégâts. Par contre, effectivement, plus de dommages sinon c'est un peu faible d'air. Encore qu'avec tout ce qu'il a à côté, on pourrait le descendre un petit peu comme ça. Et s'il le tue, il récupère 4 points de vie. Ok. Donc c'est pas inintéressant, c'est juste difficilement à réfléchir au niveau de l'équilibrage. Et c'est un peu un personnage qui s'auto-suffit, qui est pas en grosse synergie avec les autres, c'est un peu dommage. Il manquerait pas grand chose pour que ça soit vraiment un personnage de ouf. Le vampirisme, alors donc ça c'est le mutant. Le mutant effectue une attaque de base avec une arme ou un équipement. Si son coup réussit, il récupère un équivalent en vite de la moitié des dégâts infligés. Donc je m'endale, je récupère de la vie. Pourquoi pas. Un grand classique aussi. Contrôle mental, parasite. Donc là, c'est. Je peux faire un truc d'endurance, d'intelligence et d'endurance. Ça, j'avais pas fait attention, mais c'est. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais c'est pas inintéressant. Prend le contrôle d'un monstre adverse pour un tour, il ne pourra pas attaquer autour du MDD, donc c'est pareil, ça faut mettre des limitations, sinon concrètement sur un boss tu peux gagner un tour, hein. Ou alors tu peux vraiment gratter des tours assez facilement avec ce genre de choses. Le mutant ne le forcera à attaquer un de ses alliés, donc on avait pensé à ce genre de truc là, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à avoir fait des persos qui permettent de prendre quelqu'un pour taper sur quelqu'un d'autre, hein. Le MDD a le droit d'attaquer un monstre parasité. Donc après, c'est assez intéressant de préciser que le MDD peut se débarrasser d'un monstre qui aurait le parasite sur la tronche volontairement. Ça peut permettre au MDD de répondre à ce genre de choses. Et restructuration, coût 1 point d'endurance par marqueur plus 1 cristal. Donc ça, c'est pourquoi pas. Permettre de remplacer au choix tous les marqueurs. Bonus de niveau n'affecte pas le bonus de rune, bien sûr. Donc ce serait intéressant par contre effectivement d'avoir un personnage, peut-être un truc de niveau 3, je l'aurais peut-être mis en niveau 3, quelque chose comme ça, un personnage support qui permettrait de replacer ses points de carac à n'importe qui, parce que c'est souvent qu'on part sur des caractéristiques et il y a une autre arme qui tombe et on peut pas vraiment gérer, merde, je suis pas parti là-dessus, c'est embêtant, faut que j'attende la rune. Bah écoute, je pète 2 points d'endurance, tu replaces tes points et tu la portes ton arme et tu nous fais pas chier. J'aurais aimé pouvoir dire ça un paquet de fois je pense sur le chapitre 1, voilà. Le nain qui m'a été envoyé 2 fois parce que le mec a pris le temps de le refaire, donc c'est gentil de me faciliter le travail, c'était cool. Donc coup fourré, quand le nain est attaqué et qu'il réussit son jet de def, il inflige les dégâts de son arme à son attaquant, donc concrètement une contre-attaque. Ça c'est pareil, c'est le petit chinois que vous avez vu tout à l'heure, c'est mon élu divin qui est là, hein, qui fait la contre-attaque au niveau 3. Donc ça c'est pas que c'est pas bien, c'est que on a déjà. Et lancer de nain sur un jet de force plus dex supérieur ou égal à 25, le nain se lance sur un ennemi, lui infligeant les dégâts de son arme plus sa def. L'ennemi ne pourra pas jouer au prochain tour, donc c'est une attaque assez classique de niveau 5. Il me semble qu'il y a un bout de papier entre les deux, c'est le paladin. Alors le paladin, bouclier de foi, donc ça je vais pas refaire, je l'ai déjà dit, un bouclier de foi, paladin on a déjà, et aura protecteur. Donc le bouclier c'est notre paladin, nous au niveau 5, on n'arrive pas encore bien à l'équilibrer, c'est pas facile de jauger. Mine de rien, la réduction de dégâts ou des dégâts qui sont préabsorbés sur un mec, c'est extrêmement fort. On a fait une compétence de niveau 1 pour faire des tests de compétences de niveau 1 qui nous paraissait toute pourrie, et ben en fait elle break complètement le jeu. Le mec ne soigne même plus, il met que des boucliers tout le temps, donc c'est très très fort. Donc compétence de niveau 5, aura du protecteur, c'est celle-là qui va m'intéresser le plus ici je pense. La paladine, c'est une femme d'ailleurs, Inch'Allah, entre en méditation de combat et crée une aura de lumière protectrice. Durant le combat, la paladine devient défenseur. Tous les ennemis l'attaqueront durant ce combat. La défense est augmentée de 1/2 de sa foi arrondie supérieure. Cette action peut être combinée avec un bouclier. Alors le problème de ça, c'est très bien, c'est une super idée, sauf que ça, par exemple, contre un nécromant, contre un personnage qui tape à distance, dont le boss, en fait, le but, ça va être d'essayer d'user les mecs qui sont un peu moins résistants en tapant à distance, et ce personnage, il nullifie complètement ce truc-là. Alors, qu'il le fasse un tour, pourquoi pas, jusqu'à la fin du combat, c'est très très fort, quoi. Surtout si le paladin il tendance à pas crever à cause de sa réduction de dégâts. Donc c'est, à mon avis, un peu trop pété pour être finalement jouable. Mais ça se rapproche du paladin qu'on a fait en version cheated, quoi. Et on finit avec le passeur d'âme pour les oui mais non. Partage de l'âme, coût 1 jeton d'âme peut être
effectué 2 fois par tour, soit d'un allié de 2 points de vie. Donc c'est un mec qui va avoir des jetons qui lui sont spécifiques. Hein. Ceux qui ont reçu des persos supplémentaires ou qui ont joué avec nous en salon savent que c'est par exemple le cas du messager des morts, hein, qui quand il tue des gens récupère des jetons vermine et s'en sert pour faire des trucs. Donc il a une mécanique un peu différente des autres avec sa ressource qui lui est propre. Donc on est un peu sur le genre de timing là. D'ailleurs Metavix, le mec qui a proposé ça, il a soit eu ce perso, soit il a joué avec, soit on est connecté intellectuellement parlant, et c'est très très beau. Donc chaque mort, ennemi ou allié, rapporte un jeton d'âme. Donc dès que quelqu'un meurt, il va récupérer les jetons d'âme et il se sert de ces jetons d'âme pour faire des trucs. Donc c'est par exemple des personnages, et c'est le cas aussi du messager des morts, hein, qui s'essouffle sur un boss comme le roi, parce qu'il ramène pas tant de monde que ça, le roi, ou la grande prêtresse, hein, il va s'essouffler parce qu'elle est seule en fait. Hein. Sur le nécromant ou je sais pas, ouais, si je prends en compte l'âme du chasseur calciné qui ramène les amérantes, ils sont très très forts parce qu'ils se nourrissent de la mort des autres monstres. Donc plus il y a de mecs, plus ils sont balèzes, quoi. Donc ce sont des cibles prioritaires pour l'MDD dès lors que va y avoir du monde. Coup 2 points d'endurance, donc c'est la bombe d'âme, plus 2 jetons d'âme, ok. Sur un fois de jet dex supérieur ou égal à 21, donc c'est de la foi de l'ex et de la foi, donc c'est des personnages qui arrivent aussi, hein, des personnages qui ne sont plus force dex int foi, mais force intelligence pour le paladin par exemple, dex foi pour d'autres personnages, etc., etc. Donc des personnages qui sont duo caractéristiques comme ça, et avec des armes qui leur sont propres qui arrivent aussi, hein, qui permettent de répondre par exemple à la chamane qui a un petit peu moins d'équipement que les autres. Donc j'étais en train de dire, sur un geste de lab supérieur ou égal à 21, utilisé sur un mort, donc quelqu'un qui est mort, le réanimer, donc il le réanime et lui confère un bonus de plus 6 à la def jusqu'à la fin du tour. En cas d'utilisation sur un ennemi, il ne donne pas de butin supplémentaire, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'il pourra ramener à la vie un ennemi, pourquoi pas, je suis pas sûr de comprendre l'intérêt, encore que si avec d'autres personnages ça pourrait servir, ou alors pour lui-même le rebuter derrière, mais ouais, ok. Et utilisé sur un vivant, il lui inflige des dégâts, les dégâts de l'arme plus. Donc là par exemple c'est typiquement un personnage de passe-partout, hein. Il soigne, il réanime, il fait des dégâts, il fait absolument tout, il a besoin de personne, ça fait partie des personnages qui ont pour moi un peu trop de trucs à leur arsenal pour être justifiables comme étant jouables ou ajoutables. On arrive sur les quelques personnages intéressants. Alors là, ils sont pas très nombreux, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont intéressants, mais pourquoi ils ne gagnent pas. Parce qu'en gros, la plupart de ces personnages-là, si ce n'est tous, se sont retrouvés dans les winners, là, et ils ont été dégagés parce qu'il a fallu travailler par élimination. On va commencer avec le Berserker. Alors, qu'est-ce qui me plaisait vers le Berserker ? Ça devait être la compétence de niveau 3 que je trouvais intéressante. Je sais plus. Alors, au prix d'un jet force plus def supérieur ou égal à 21, au lieu de défendre, le berserker prend les dégâts, moins les éventuelles réductions de dégâts, donc il accepte de prendre les trucs dans la gueule, ok. Et inflige autant de dégâts que sa défense à l'ennemi qui l'attaque. Ok, et au prix d'un jet, inflige 6 points de dégâts et 2 ennemis. Ah oui, ok. Donc concrètement, c'était un mec qui décidait de. Voilà ce que je trouve intéressant chez lui. Donc. Ok, donc déjà la compétence, je décide de prendre des mandales et en même temps je lui renvoie dans la tronche, donc ça c'est assez classique, ça aurait pu fonctionner. Ce qui m'intéresse, c'est la compétence de niveau 5 qui inflige des dégâts à tous les ennemis mais aussi à tous les alliés. Alors ça paraît con comme ça, hein. Donc là dans l'absolu c'est probablement pas assez équilibré parce que ce genre de dégâts là on les a déjà sans cette contrepartie là. Donc il faudrait que ça soit un peu plus pété pour que ça soit intéressant, mais l'idée d'avoir effectivement un personnage qui est très efficace mais qui implique une contrepartie avec laquelle l'équipe doit apprendre à gérer, donc tu sais que tu prends ce mec là mais tu sais aussi qu'il va nous causer des problématiques en plus de nous résoudre des problèmes. Et cette réflexion-là qui amène une réflexion d'équipe, elle est intéressante dans ODV parce que c'est ça qui crée la synergie entre les persos, et c'est ça qu'on va essayer d'amener un maximum avec la suite des personnages, des persos qui ont besoin des autres ou qui impliquent une réflexion avec les autres. L'ensorceleuse. Alors qu'est-ce qu'elle avait d'intéressant ? Alors elle est un petit peu aussi tout café crème, mais je vous regarde ce qui m'intéressait chez elle. Donc soit elle inflige, je vais y aller parce qu'il y a plein de G, 19, 21, 21, etc. Donc soit elle inflige 2 points de dégâts à un ennemi pendant 3 tours. Ok. Elle inflige 2 points de dégâts à tous les ennemis pendant 2 tours. Ok. C'est un peu fort pour une compétence de niveau 3, ça honnêtement, mais ok. Ou elle annule la diminution de dégâts, donc j'imagine la réduction de dégâts de tous les ennemis jusqu'à la fin du combat, il leur inflige 1 point de dégâts. Donc ça c'est pareil, c'est un peu trop pété. Je sais pas trop ce qui m'a... Je me suis peut-être gouré quand je l'ai rangée celle-là. Parce qu'elle est pas inintéressante, hein, mais elle me fait pas rêver pour le moment. Au prix d'un jet de fois supérieur égal à 19, ajoute plus 3 dégâts d'armes uniquement, ou plus 2 diminution de dégâts à tous ses alliés jusqu'à la fin du combat.
Je sais plus, je pense que celle-là j'aurais plutôt mis, si j'avais à la ranger en fait, je l'aurais plutôt mis dans les oui mais non parce que trop pété, ou dans les... je pense que je l'aurais mis dans les oui mais non, parce que voilà, les bonus sur tout le monde, toujours pareil, hein, on oublie, j'ai dû me gourer quand je l'ai rangé, fail, j'ai dû me gourer quand je l'ai rangé. Je vais laisser l'homme loup de côté parce que j'ai 2-3 choses à vous dire dessus. On va faire la nécromancienne d'abord. Alors la nécromancienne c'est Bagdad du texte, donc je vais passer assez rapidement dessus, je vais simplement vous dire ça en fait. Il y a l'idée d'avoir un jet de lancer un dé à 20 faces, donc apparemment il n'y a pas de possibilité d'échec de compétence à proprement parler. Par contre en fonction du résultat sur le jet, on a à chaque fois des effets qui sont différents et potentiellement ingérable en fait, hein. C'est-à-dire que je lance mon truc, je sais que ça va faire quelque chose mais je sais pas quoi, donc on peut pas compter sur lui à proprement parler, en fait on peut compter sur lui pour foutre un maximum de bordel, donc tous les effets sont pas hyper innovants. Je pense que si j'avais eu à faire ça je l'aurais fait un peu plus chiadé, notamment peut-être un peu plus de trucs sur les possibilités d'échec, hein, des choses qui sont un peu plus drôles en fait, quitte à créer du bordel dans l'équipe parce que mauvais jet. Et vous êtes nombreux à nous demander ça, par exemple, que les échecs critiques provoquent quelque chose d'autre que simplement un échec, et croyez-moi, ça arrive. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé... Mais dans l'idée, je trouve voilà, l'idée d'avoir un personnage qui, tu lances ton dé, il va se passer quelque chose complètement aléatoire, ça me tique ma créativité, je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. Ensuite, en compétence de niveau 5, au prix d'un jet d'intelligence supérieure égal à 24, la nécromancienne invoque un guerrier squelette avec un nombre de points de vie égal à l'intelligence de la nécromancienne. Ok. Chaque tour, la nécromancienne doit réussir un jet d'int supérieur égal à 23. Si elle échoue, le guerrier squelette subit un point de dégâts. Et ensuite, quand elle devait... En fait, c'est un petit peu un effet nécromancien. Donc, les dégâts du squelette, c'est 1 des 6 plus 3. Donc, il fait un petit peu plus de dégâts que ce que devrait faire un squelette de base potentiellement. Donc, on a effectivement une créature qu'elle peut invoquer et qui lui permet de retransférer les dégâts qu'elle devrait prendre sur la tronche sur le guerrier squelette. Donc, l'idée n'est pas inintéressante aussi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Par contre, quelqu'un qui soit capable de retransférer les dégâts qu'il subit sur quelque chose qu'il aurait invoqué. Mais je suis surtout fan de cet arcane sombre qui pourrait, je pense, être une compétence très drôle, quitte à se laisser énormément de place pour le texte et ne faire qu'une compétence de niveau 3. Je sais pas, cette idée-là me motive un peu. Le Perceval qui est là, donc le chevalier de Murphy, donc on reconnaît tout à fait Perceval, hein, d'ailleurs ça va pas tarder le film, donc soyez taquets les gars. Niveau 3, coup de l'endurance, prend sur lui la carte événement jouée par le MDD. Alors l'élu divin, je vous remonte mon mec avec sa pièce, permet d'annuler un événement qui est joué par un MDD, mais un événement qui ne touche que, qui ne cible que les joueurs. Okay, donc une attaque de l'ordre, il peut pas l'annuler. Une malédiction, ça cible un joueur, il peut le faire. Un éboulement, ça cible les joueurs, il peut le faire. Il peut simplement annuler ce qui cible un ou plusieurs joueurs et non pas des choses un peu plus génériques. Genre un soin, il peut pas l'annuler. Et là effectivement c'est l'effet encore plus intéressant, c'est qu'il prend sur lui la carte événement jouée. Donc je trouve drôle d'avoir un personnage qui dit je vais le prendre sur la gueule, c'est plus simple. Un éboulement, non c'est moi qui le prends sur la gueule. Il y a plein d'effets qui sont hyper intéressants. J'aime beaucoup cette caractéristique là, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose d'intéressant. Quitte à faire un personnage qui ne sert qu'à ça, sans prendre plein la gueule. Coup 4 points endurance sur un jet de fois supérieur ou égal à 20. Les autres membres du groupe font des critiques sur 18, 19 et 20. Par contre, les échecs sont déclenchés sur 3, 2 et 1. Alors, je pense que ça va avec le chevalier de Murphy. J'imagine que c'est l'idée de faire de la loi de Murphy. Hein. C'est quand il y a de la merde qui peut se passer, on va forcément se le prendre sur la tronche. Hein. Donc, la théorie du chaos, toutes ces conneries-là. Et concrètement, ouais, c'est ça, c'est de jouer. Ok, on va jouer avec le fait qu'on puisse faire énormément de la merde, mais comme qu'on puisse faire énormément de choses bien. Ça peut être très drôle. Alors, c'est typiquement un personnage, je pense, qu'on ne créera jamais, mais qui, dans la théorie, si vous êtes curieux, testez-le. Je pense qu'il peut faire des bonnes blagues et que ça peut être très drôle à voir tourner. On termine, donc on termine avec le semi-démon, donc l'avant-dernier. Pourquoi il est là? Lui, sur un jet supérieur ou égal à 16, le démon se concentre et qui lui permet d'effectuer 2 actions lors de son tour. Ok. N'utilise pas son tour, hein, bien sûr, donc en gros je perds 2 points d'endurance et je vais pouvoir faire 2 actions, j'imagine, notamment attaquer avec mes armes 2 fois, par exemple. Mais il a aussi la possibilité, effectivement, au niveau 5, de faire une espèce de contrôle mental qui permet soit de bloquer un ennemi et réduire sa def de 1 pendant un tour. Alors, je sais pas ce qu'il est en bloqué, un bloqué, si c'est pareil, toujours passer son tour, c'est pas possible. Forcer un ennemi à attaquer un autre, ça j'aime bien, et forcer un allié à utiliser une compétence ou attaquer, c'est surtout le dernier point en fait qui m'intéresse. Et qui est un point que j'ai longtemps voulu faire, d'avoir un personnage dont la capacité c'est de déclencher lui-même
une capacité d'un autre personnage, et ça va arriver aussi au chapitre 2, et ce sera la compétence de niveau... D'ailleurs ça tombe bien, ça va faire une transition de ouf, ce sera la compétence de niveau 7 de l'usurpatrice. Et l'usurpatrice, si vous la reconnaissez pas, c'est la graphiste de l'équipe, donc c'est pas elle qui fait les dessins de monstres que je vous montre, mais c'est elle qui fait en gros tout le reste. Donc elle a juste pas fait en gros les croquis, une partie des croquis elle les a pas fait, ceux qui sont sur les images d'armes, tout ça. Elle a pas fait les illustrations, elle a fait absolument tout le reste, hein. La boîte, les designs des fiches de perso, elle a fait absolument tout le reste. Elle a tout géré de A à Z, donc elle est très très forte et on la remercie. Tiens, vous pouvez voir sa tronche là. Ça c'est la madame là. Et du coup, on arrive justement, donc ce que je disais que c'est une très bonne transition, c'est que l'homme-loup, et c'est pour ça que d'ailleurs l'affiche est aussi bien faite, c'est que c'est elle qui l'a faite. Alors bien entendu, je pense que son personnage, forcément on en a parlé un petit peu en amont, donc je l'ai poussé, on en a réfléchi, on s'est poussé vers quelque chose d'intéressant. Après je l'ai laissé se débrouiller sur les valeurs, sur tout un tas de choses, hein, mais c'est concrètement son idée de base, mais voilà, on a eu le temps d'en parler sur qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui n'était pas. Et du coup son personnage aurait très bien pu finir dans les winners. Bon, on va pas la faire gagner parce que si elle veut des personnages supplémentaires, c'est pas comme si on pouvait pas lui en donner, faut pas déconner. Mais voilà, c'est un personnage qui est cool, notamment, et j'explique pourquoi en gros. Donc je vais vous faire compétence de niveau 3, c'est parti, loup bêta, au prix d'un jet d'intelligence plus force. Donc c'est un personnage d'intelligence force, super ou égal à 19. L'homme loup se métamorphose en loup alpha et appelle le loup bêta. Alors il y a les cartes qui vont avec, hein. Alors je pense que si je fais ça, je peux les voir. Voilà, loup alpha, loup bêta, donc en gros ça change les caractéristiques de la personne. L'avantage en fait c'est que maintenant il ne tape plus, et donc il est transformé en loup, et il tape à 4 plus les dégâts, donc il affiche des dégâts à 7. Il y a plusieurs choses intéressantes à ça, c'est que, alors là on n'a pas mis les points de vie là-dessus, enfin là on les a pas mis, je sais pas pourquoi je dis mais effectivement il faudrait que le loup bêta soit une cible attaquable par le MDD pour pouvoir potentiellement réduire les dégâts, parce qu'en fait les 7 points de dégâts c'est le cumulé du loup alpha plus du loup bêta, potentiellement le loup bêta pourrait mourir, effectivement, il faudra réinvoquer, se retransformer, etc. Mais du coup ça réduirait ses dégâts, donc ce serait une manière pour le MDD d'essayer de calmer un peu cette vague de DPS qui va arriver. Et on a, je l'ai fermé comme un Google, j'arrive, je clique partout, me voilà. On a aussi donc la possibilité, pour se changer en homme, le loup alpha doit effectuer un jet d'int supérieur ou égal à 15. S'il échoue, l'homme loup attaquera ses alliés. Alors là c'est pareil, il faut réfléchir à comment exactement ça se cale. Peut-être que c'est forcément à la fin du combat, en gros tant qu'il y a des monstres ça va, et à la fin du combat il faut qu'il essaye de se calmer, de se transformer, et s'il échoue, donc il attaque un de ses alliés. Il pourrait simplement en fin de combat mettre une mandale à un allié. Donc c'est pareil, ça fait partie des personnages qui apporteraient quelque chose, mais quelque chose d'efficace, mais au détriment d'une contrepartie avec lequel l'équipe devrait composer. Et j'aime beaucoup ça, avoir besoin des autres pour pouvoir faire fonctionner ce que j'ai. Et avant de vous parler d'un dernier chose, on va faire la compétence de niveau 5 qui concrètement un peu la même chose, donc il se retransforme, sauf qu'il invoque le loup bêta et 4 loups, donc il y a une carte avec marqué 4 loups, et maintenant il inflige 15 points de dégâts. Donc là, il y a peut-être moyen effectivement à réfléchir, aussi il passe à distance, hein, donc ça permet d'aller mandaler les gens à distance à 15, c'est très très fort, c'est une bonne compétence de niveau 5. Par contre il faut se rechanger en homme, et pour ça c'est pareil, si je commence à mettre des mandales à 15 sur un pote, ça va lui détendre la bidoche. Alors pour répondre à ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle invente un objet d'alchimiste qui est celui-là. Elle a même fait un petit dessin, c'est cool, on va pouvoir s'en servir pour autre chose, je pense. Qui est le cristal limpide qui métamorphose le loup alpha à nouveau en homme. Donc là, je pense j'aurais rajouté sur le texte que ce soit un allié qui doit l'utiliser. Donc je pense qu'on commence la partie avec ce cristal là par exemple, qu'on donne à un allié, et quand on se transforme et qu'on devient taré, si on n'arrive pas à se détransformer pour éviter que quelqu'un prenne une mandale, et ben on utilise le cristal limpide. Mais à chaque fois qu'on veut faire ça, il faut le racheter derrière, et ça nous coûte 2 cristaux. Donc on a un perso qui est hyper intéressant, mais qui a besoin d'être calmé, et ça coûte des ressources à l'équipe, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce perso. Il aurait pu finir dans les winners si ça n'avait pas été Colin qui nous l'avait proposé. Donc on arrive là. Alors il n'y a pas de podium, hein. J'ai pas le niveau, le troisième, le deuxième, le premier. Je vais les faire dans l'ordre qui sont là. Ces trois-là ont gagné. Donc si vous avez fait l'annihilateur, le sanguinaire ou le meneur, vous êtes vainqueur. Je vais essayer de vous retrouver dans les commentaires, mais il y en a genre 100 les machins. Donc si vous arrivez à vous manifester, ça va m'arranger. Donc on va simplement parler de ces trois persos et on va commencer par le meneur. Alors le meneur il me fait très plaisir. Il me fait très plaisir pourquoi ? Parce qu'on avait un perso qui, avant d'être remplacé par l'usurpatrice, hein, celle que je vous ai demandé, celle qui est avec la tête donc de la graphiste Colin, qui s'appelle Commandeur d'ailleurs.
et qu'on a fini par enlever pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas choisi d'un point de vue visuel par les gens, et on voulait aller chercher autre chose. Mais concrètement, il faisait un peu les compétences, c'est quasiment mot pour mot ce que faisait ce mec-là à l'époque. Donc du coup, voilà pourquoi il a gagné, parce que c'est concrètement un perso qu'on avait créé, qu'on a juste changé pour aller chercher autre chose, peut-être qu'il réapparaîtra un jour. Donc on va pas dire non à nos propres idées, ce serait quand même malvenu. Sans perdre son tour, donc le meneur cible un ennemi, celui-ci devra attaquer le meneur à son tour. Alors c'est important, c'est que c'est sans perdre son tour, hein, donc il peut vraiment contrôler le champ de bataille. Par contre, ça coûte 2 points d'endurance à chaque fois, donc il va le faire un minimum de tours, mais ça peut être intéressant effectivement. J'aurais mis un jet de validation quand même à ce truc-là, parce que là c'est automatique, il n'y a pas de jet. J'aurais mis un jet de validation. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir contrôler pareil le champ de bataille. Hein. C'est un kiff-kiff. En gros, les compétences du commandeur qui a été explosé ont été dispatchées sur d'autres persos. Donc on revient à la fameuse imprégnée d'Ilus qui était ici tout à l'heure. Compétences du niveau 5 Excalibur. On retrouve un truc avec Perceval de tout à l'heure. Prérequis porter une épée. Ok, coût 3 points d'endurance. Au prix d'un jet de force plus foi supérieur ou égal à 22. Le meneur inflige un nombre de dégâts égal à sa foi. Ok, donc il commence avec une bonne foi en plus, arrondi à la valeur supérieure à un ennemi. La puissance du coup inflige un nombre de dégâts égal à la moitié de sa foi, arrondi à la valeur aux 2 ennemis adjacents. Donc il mandale un mec, il mandale les 2 mecs à côté, et les ennemis gagnent un bonus de foi contre les ennemis touchés par ce coup. Alors là c'est pareil, il y a un équilibrage à faire. Est-ce que ça dure 3 tours, 4 tours, 5 tours à la fin du combat? Est-ce que ça dure qu'un tour? Le commandeur faisait ça en fait, on avait appelé ça nous attaque groupée, quelque chose comme ça. En gros il mettait une mandale à quelqu'un, et les 2 prochains joueurs dans le tour qui arrivaient à toucher cette même personne faisaient des dégâts supplémentaires. Donc c'est une version à peu près dans ce ordre-là, je lui dis, on était kiff-kiff à ça. Donc c'est un personnage qui aurait carrément sa place dans un chapitre 2 par exemple. Donc tu as gagné, créateur du meneur, j'espère que tu es fier de toi. Il nous reste le sanguinaire l'annihilateur. On va faire le sanguinaire en premier. Le sanguinaire il m'a intéressé pour la simple et bonne raison qu'il casse complètement. Alors je sais pas s'il est équilibré ou pas, honnêtement j'y réfléchis, je pense qu'il y a peut-être des choses à revoir, mais il est intéressant dans les mécaniques. Déjà on remarque que ce mec là il n'a pas d'endurance. Endurance barrée, il ne peut pas avoir d'endurance, il n'a que des points de vitalité. D'ailleurs le mec s'est même amusé à nous rajouter les numéros ici là sur le côté, donc on voit qu'il marche par dizaines, c'est étonnamment. Le petit twist à ça, c'est qu'il n'a pas beaucoup de défense, hein, donc moi j'aurais peut-être équilibré ce truc là, on en reparlera, mais on va voir. Donc très rapidement, il a un passif déjà général qui lui est lié, qui dit le sanguinaire régénère 1 de vite à la fin de chaque combat et 1 de vite entre chaque salle du donjon. Donc au lieu de récupérer effectivement de l'endurance, il récupère de la vitalité, et il récupère 1 de vitalité à la fin de chaque combat. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour lui permettre de grappiller un peu. Pour un coût de 2 points de vitalité, puisqu'il n'a que de la vitalité, au prix d'un jet de vitalité supérieur ou égal à 20. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire des jets de vitalité qui sont de plus en plus difficiles à faire, parce que c'est la vitalité qu'il utilise pour faire ces trucs. Donc il tourne vraiment au sein d'une même caractéristique, et c'est dans l'absolu, je trouve la gestion d'une seule ressource poussée à l'extrême potentiellement intéressante, d'autant qu'il va avoir besoin de soigneurs efficaces derrière, ou de choses qui lui permettent de résister aux dégâts pour vraiment tirer le maximum de son potentiel. Donc il a besoin désespérément des autres. On se rend vite compte au niveau des valeurs que tout seul il ira nulle part dans le donjon, quoi. Donc au prix d'un jet de vite, donc il inflige les dégâts égaux à la moitié de sa vitalité. Alors là il faut réfléchir effectivement au niveau des dégâts, des choses comme ça, voir à quel point c'est équilibré, c'est pas équilibré, parce que en gros il perd 2 points de vite, il met une mandale à 5 à quelqu'un, c'est pas foufou. Peut-être le double de la moitié, peut-être juste non, le double de la moitié, du coup c'est juste la valeur telle quelle, donc ça ferait 10, je sais pas, c'est une très bonne question, mais un truc dans l'idée, pourquoi pas. Et le sacrifice, donc coût 4 points de vite au prix d'un jet vite supérieur ou égal à 24. Donc là ça commence à faire beaucoup. Sanguinaire inflige des dégâts égaux à sa vite manquante. Donc là c'est drôle en fait, c'est plus je m'en mets dans la gueule, plus je prends des risques, plus c'est violent. Manquante auquel il ajoute le résultat de son dev en face, hein, donc potentiellement un mec qui finira à 16 PV, ça pourrait faire une mandale qui monte jusqu'à 30, hein, donc c'est très très fort. Un coup critique sanguinaire lui redonne 2 points de vite, tandis qu'un échec critique lui inflige 2 points de dégâts. Est-ce que j'aurais même pas été plus méchant, j'aurais dit ça le tue, tu vois, ça le resoigne d'un coup, ça le tue, genre faut vraiment pas faire un fumble là-dessus, parce que c'est vraiment le sacrifice, quoi. Moi, j'aime bien ce perso, d'une manière générale il me motive, hein. Il a quelque chose de très ça me tique l'envie d'essayer de le jouer pour voir dans quelle mesure tu peux l'équilibrer, avoir un truc qui tourne, quoi.
Je sais pas pourquoi, je saurais pas dire pourquoi, mais voilà. Dans l'absolu, c'était plus mon coup de cœur que celui de Frangin, mais voilà. Et l'annihilateur. Alors l'annihilateur, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est tout en fait. Je viens de me rendre compte que sa compétence de niveau 3, je l'aime aussi beaucoup. C'est un mec d'intelligence foi, ok, on est parti. Donc coup de poing endurance. Les ennemis sont désorientés et replacer l'ordre de placement des ennemis aléatoirement. Donc en gros, on prend les monstres et quand on se fait attaquer par des trucs et on les replace complètement aléatoirement. Alors ça me fait rigoler. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup mettre une statue animée devant et puis finalement c'est la vieille araignée pourrie, le rat qui se retrouve devant et on laisse la statue derrière là où elle nous emmerde pas. Je trouve l'idée hyper intéressante. C'est un personnage concrètement qui peut aider à contrer le fait qu'on ait trop de mettre au corps à corps. Donc c'est un mec qui a une compétence très simple mais qui je pense offre des possibilités hyper intéressantes, surtout sur une attaque de la horde un peu embêtante avec un chevalier noir par exemple. Chevalier noir liche, c'est un combo très désagréable parce que le chevalier noir vous empêche d'aller taper ce qu'il y a derrière. La liche va faire son taf à vous dérouiller avec tous ces monstres et vous avez un chevalier noir résistant devant, c'est chiant quoi. Et bah danse de l'âme, hein. Bim, tu repasses derrière, ça va te détendre la couenne et puis je maîtrise le champ de bataille et je trouve ça, je le maîtrise pas, je joue juste le bordel et je trouve ça l'idée hyper intéressante. Coût 2 points d'endurance au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 14 auquel l'ennemi ciblé attaque son voisin choisi. Donc là c'est pareil, ça fait pas perdre le tour à la personne, j'imagine juste je prends un mec pour taper sur un autre. Pourquoi pas, je trouve l'idée intéressante, ça peut permettre dans certains cas d'avoir des combos très très cool. J'ai besoin de vous, donc ça c'est le rituel de destruction compétence de niveau 5. Au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 13, l'annihilateur et ses alliés créent un vortex détruisant l'ennemi ciblé. Chaque jet raté peut être retenté au prix de 2 vitalité et augmentant la difficulté du jet de plus 2. Prérequis, les alliés doivent réussir ce jet également au moins uniquement si le nombre de héros est insuffisant. Donc on a 3 alliés qui tentent ce truc là. Alors ça peut pas être 3 alliés parce que on peut jouer le jeu à 2 personnages, ça peut être la moitié arrondie, je sais pas quoi, faut réfléchir à ce genre de truc, hein. C'est typiquement là où il faut réfléchir sur ce perso, mais l'idée d'avoir des mecs qui vont tous faire un jet d'intelligence, d'autant que le jet d'intelligence, pas tout le monde en a un, si on part avec un barbare avec 2, c'est en dax, mais si on est obligé de lui faire faire, on est obligé de lui faire faire, faut dire barbare, faut que t'arrêtes d'être con 2 secondes, là on a besoin de toi, et d'avoir une compétence qui est effectuée par tout le monde, ou toute l'équipe, potentiellement peut-être dans un dernier et ultime tentative, dit ok, bon, de toute façon on est dans la merde donc on va tenter ça quoi. Bon, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de tout ça, j'ai vu, mais ça absolu, ça se réfléchit aussi, c'est pas très grave. Et dire voilà, bah, on va tenter de one shot n'importe quoi, un boss, un ennemi puissant, ce qu'on veut, mais il faut que ça passe. Je pense que ce perso là a moyen de faire des trucs très 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 drôles et d'avoir des sorties complètement hallucinante. Donc j'aime beaucoup aussi ce personnage, simplement pour sa capacité à replacer le champ de bataille et sa capacité à faire une attaque complètement hallucinante, mais qui nécessite que tout le monde la fasse sur une capacité qui n'est pas forcément la leur, quoi. Une caractéristique qui n'est pas forcément la leur. Donc voilà, les 3 gagnants sont l'annihilateur, le sanguinaire et le meneur. Je vais vérifier que ça filme toujours. J'ai fait 57 minutes de blabla non-stop là quasiment, donc ceux qui auront le courage de regarder ça, je suis très fier de vous, hein. Vous êtes complètement fous, mais je suis très fier de vous. Vous avez notamment, si ça vous intéresse, si ce format vous intéresse, donc là c'était désespérément long, mais potentiellement on va avoir des boss, hein, on a des boss qui sont en train d'être faits, donc on commence à avoir les prochains, ceux qui ont regardé un petit peu dernièrement le Facebook, ils ont vu qu'il y avait des illustrations de boss qui arrivaient, notamment vous avez vu passer, je pense, celle-là. Je vais vous poster sur Facebook dans pas longtemps celle-là. Donc ça c'est pour ceux qui ont eu le courage de regarder jusque là, vous allez voir, ça c'est le prochain post dont on va vous parler. Je pourrais faire sous ce format là, par exemple, vous parler des prochains boss, vous parler des prochains trucs, les nouvelles mécaniques, continuer à vous tenir au courant du projet pour que vous puissiez suivre l'actu tout en m'écoutant, d'autant que là on est donc moi c'est pas un format qui est compliqué, hein, je branche le micro, je blablate, j'ai 0 montage à faire, j'ai juste à uploader sur YouTube et c'est parti, et ça peut vous permettre vous de vous tenir au courant et de regarder ça sur les chiottes. Alors si vous avez trop de youtubeurs à regarder, clairement c'est pas intéressant, mais effectivement dans le cas contraire je peux vous faire ce petit format là une fois de temps en temps. Moi c'est pas pour le temps que ça me fait perdre, ça peut se faire très très rapidement, donc je pourrais vous parler des boss, vous parler des prochains persos, notamment aujourd'hui j'ai par exemple fait voilà, toutes les compétences, si vous voulez ici toutes les compétences de niveau 1 et de niveau 7 des 13 plus 6 prochains persos si on n'a pas plus, donc 19 persos, les nouveaux équipements je les ai fait, les événements, les nouveaux monstres, tout est là en fait, hein, donc je pourrais commencer à vous parler de toutes ces choses là au fur et à mesure, on pourra en discuter ensemble, donc je pourrais effectivement vous parler de tout ça dans ce format là où vous voyez pas ma tronche, vous voyez juste mon écran, je vous montre des trucs, je vous raconte et puis après advienne que pourra quoi.
Donc sur ce, si vous avez écouté jusque-là, je vous dis merci, je vous souhaite bon courage, je upload ça sur YouTube, vous retrouvez ça sur Facebook. Si tout se passe bien ce soir à 18h30, alors s'il y a des gens qui ont uploadé leur perso au dernier moment, je m'en excuse d'avance, parce que je filme ça 1 heure ou 2 avant la fin du tournoi, forcément, du concours forcément, pour que ça soit uploadé à l'instant T. Donc n'hésitez pas, je regarderai quand même si vous avez des super trucs. Si vous me faites ponter un truc super dans les 2 dernières heures et que c'est absolument incroyable, ou au moins aussi bien que les autres, bien sûr que on vous enverra les persos, on va pas faire nos chacals. Voilà. Ou je sais pas si on dit les chacos. Quoi on dit les chacos, je sais plus. Ok. Donc merci à vous, passez une bonne journée, des petits poutous, prenez-vous bien et surtout posez un like, posez quelque chose, un commentaire si ce format vous intéresse.